Bonjour à tous, la vidéo qui va suivre traitera du personnage de Oz et de son espèce, en essayant de démontrer graduellement son importance au sein de l'univers de One Piece. Pour ce qui est du risque de potentiel spoiler, les points abordés dans la vidéo n'iront pas au-delà de l'arc Wano Kuni, du moins pas au-delà du chapitre 1060, juste avant le commencement du nouvel arc. Bon visionnage. Reprenons son portrait. Oz est un être immense, bien plus grand qu'un géant, décrit par beaucoup comme un démon et surnommé le transporteur de pays. Zombifié, il a la peau rougeâtre, une balafre à l'œil gauche descendant le long de son corps, œil qui a été conservé d'ailleurs contrairement à celui de droite. De grandes cornes courbées, une longue chevelure blonde, des dents similaires à des défenses sur sa mâchoire inférieure. Des bandages par-ci et là, une sorte de pagne comportant 3 crânes à la ceinture et une croix dessinée sur le drap. Le tissu bleu sur son ventre y a été placé par Moria et Hogback, camouflant le cockpit qu'il a créé pour pouvoir mieux le contrôler. Selon ses dires, il aurait découvert sa carcasse dans un certain pays des glaces. Il le décrivit comme une abomination semant la terreur sur toutes les mers il y a 500 ans. La légende voudrait d'ailleurs qu'à chaque nouvelle conquête du Nil, il la ramenait tout entière sur son territoire. Et il fonda une nation entière de brigands. Moria l'a bien évidemment récupéré dans le but d'en faire un de ses plus puissants zombies, portant le numéro 900, entièrement fidèle et dévoué comme son serviteur pour lui permettre de devenir le seigneur des pirates. Selon Moria d'ailleurs, s'il avait eu en sa possession Oz durant son combat contre Kaido, il aurait pu gagner le combat. Mais il a fallu 10 ans de collaboration avec Hogback et l'obtention de l'ombre de Luffy pour pouvoir réveiller ce zombie légendaire. Oz a une descendance, Oz Junior, qui était encore en vie lors des événements de Thriller Bark. Faisant partie de l'équipage de Barbe Blanche, il interviendra plus tard lors de la guerre au sommet dans la tentative du sauvetage de Ace, mais mourra malheureusement de la main du même grand corsaire ayant obtenu la dépouille de son ancêtre 10 ans plus tôt. Bon, nous sommes donc au courant d'un des membres de sa descendance. Mais qu'en est-il de ses ancêtres? Et est-ce que sa descendance est poursuivie dans l'histoire? Nous n'avons pas vraiment de certitude ni de réponse concernant cette partie. Cependant, nous pouvons théoriser sur ses possibles descendants et ancêtres en s'attardant sur l'aspect physique et les signes distinctifs redondants pouvant être une caractéristique de l'espèce, comme ses formes de cornes recourbées, leurs mâchoires, leur taille immense, et sur le plan des capacités, une force physique et une résistance hors du commun. En se basant juste sur les cornes, nous pouvons voir un aspect très similaire aux cornes du crâne d'Onigashima, pouvant être l'ancêtre direct d'Oz, grâce à la probable longévité de cette espèce. Aussi, nous pouvons noter que la taille de Oz Junior était bien plus petite que celle de Oz. Nous pouvons peut-être en conclure que la taille de cette espèce diminue au fil des générations. Si c'est le cas, alors le crâne d'Onigashima est le candidat parfait pour être l'ancêtre d'Oz, de par l'aspect de ses cornes et aussi de sa taille bien plus imposante que celle de celui-ci. On aurait une suite logique dans la diminution de la taille des générations. Il y aurait comme une forme de continuité proportionnelle dans les différences de taille donnant naissance à une progéniture de plus en plus petite au fil des années. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer qu'à Marineford, sur le bateau de Oz Junior, il est bel et bien noté qu'il est le 3e Oz, donc cohérent que le candidat parfait pour être Oz premier du nom soit le précédent détenteur de ce crâne immense. Et en parlant d'ailleurs d'Onigashima, la présence intrigante d'un certain individu sur ce crâne devenu sa bâtisse pourrait aussi fournir un lien suspect avec cette lignée de géants démons. Nous voulons bien évidemment parler d'un des 4 empereurs du Nouveau Monde, Kaido aux 100 bêtes. En effet, Kaido possédant des cornes très similaires, une taille imposante, une force physique impressionnante et une résistance à toute épreuve, il serait très tentant de lier Kaido à la descendance de Oz. Mais s'arrêter qu'à certains points physiques similaires serait une erreur. D'autant plus que certains aspects qu'on pourrait penser héréditaires ne figurent pas sur Kaido. Bien évidemment, nous pouvons penser que les mélanges avec d'autres espèces au fil du temps déformeraient forcément l'identité et les caractéristiques propres de ces possibles géants antiques, ressemblant de plus en plus aux humains au fur et à mesure des époques. Mais nous pourrions renforcer ce lien entre Kaido et cette lignée. En prenant en compte certaines choses que nous apprenons à Wano, nous pouvons déjà citer la présence des Numbers, expérience génétique possiblement réalisée par Vegapunk, reprenant des cellules ou de l'ADN de ces fameux géants antiques que les chapeaux de paille reconnaissent comme très similaires à ceux qu'ils ont affrontés à Thriller Bark, donc à Oz.
Mais comment Vegapunk aurait pu se procurer de l'ADN de Oz? Eh bien nous pouvons faire un parallèle avec ce qu'il a fait avec le fruit du démon artificiel basé sur des recherches et prélèvements du Uo Uonomi, détenu par Kaido. Reprenant ses capacités de se transformer en dragon, pourtant considéré comme un échec, il intrigue cependant beaucoup le CP0, bien que son actuel détenteur, Kozuki Momonosuke, leur est inconnu pour l'instant. De la même manière que Vegapunk a puisé dans le fruit de Kaido pour ses recherches, il aurait possiblement profité de celle-ci en étudiant en plus de son fruit, son corps pour continuer le projet de géantification. Un projet commencé il y a 100 ans, que César a désespérément essayé de continuer comme commande pour Big Mom. D'ailleurs, on sait que les Numbers ont été achetés à Punk Hazard par Kaido lui-même. Alors pourquoi ça ne serait pas César qui serait l'auteur de ces créations ? Eh bien déjà, nous savons que César n'a fait des expériences que sur les enfants, de par son désaccord avec Vegapunk. En effet, ce qui est sûr, c'est que César et Vegapunk étaient en profond désaccord avec leur façon de procéder sur ce fameux projet, commencé il y a 100 ans. Pour César, il est tout bonnement impossible de faire grandir des humains pour les faire devenir géants. Le seul moyen d'y arriver serait de jouer sur la croissance lorsqu'ils sont enfants, ce qui amène des questions morales et éthiques sur les limites de la science dont César veut se débarrasser, considérant ceci comme un frein. Ce projet à l'aboutissement paraissant impossible a sûrement dû changer de procédé au fil du temps. Et pour le génie Vegapunk, outre l'aspect moral, son désaccord avec César est aussi peut-être dû à une alternative de ce projet, une façon de faire autre mais plus efficace, permettant peut-être de terminer enfin ce calvaire scientifique. Souvenez-vous, nous apprenons dans le chapitre 840 que le père de Sanji, Judge Vinsmoke, faisait partie d'un groupe scientifique de renom. Nous savons désormais avec Queen que cette institution s'appelait les MADS. Queen d'ailleurs en faisait partie, tout comme Vegapunk. Ce groupe scientifique était hors la loi et s'était investi dans des projets d'armement de pointe. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il découvrit le phénomène de facteur de lignage d'un organisme vivant, et ainsi put créer la vie artificiellement sur le seul principe du clonage, technologie dont a hérité le Germa. Bien que ce soit Judge qui ait perfectionné la technique de clonage suite à la chasse aux sorcières du gouvernement, qui ont stoppé toute recherche de ce groupe, nous pouvons aisément imaginer que Vegapunk a déjà réalisé ce type de recherche. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le gouvernement a décidé de le recruter, sûrement pour ne pas rendre public ses recherches, sans gâcher le potentiel d'avancée technologique que pourrait leur fournir ce scientifique. Imaginons que, suite aux échecs cuisants d'essayer désespérément de rendre des humains géants, il essaya de cloner la lignée d'Oz. La caractéristique de la taille immense de la lignée aurait pu simplifier la géantification. Qui plus est, nous apprenons de par le CP0 que lorsque Vegapunk fit des recherches sur le Uo Uonomi, il préleva en fait le facteur de lignée de Kaido, ce qui renforcerait le lien entre lui et la lignée des géants antiques, et aurait pu profiter de cette recherche pour créer les Numbers. Mais aussi pour renforcer l'idée que les Numbers sont bien des créations de Vegapunk et non de César, à l'image du smile que Momonosuke a désespérément mangé, il aurait pu y avoir des vestiges de Vegapunk restés encore sur l'île dont les Numbers pourraient faire partie. Ces derniers auraient pu être là bien avant l'explosion de Punk Hazard. Qui plus est, un logo similaire au crâne d'Onigashima pouvant désigner les géants antiques était vu sur un panneau à l'entrée de Punk Hazard. Sachant que les bâtisses ont été construites avant cette fameuse explosion et avant le combat d'Akainu contre Aokiji, nous pouvons en conclure que quelconque expérience liée aux géants antiques, en l'occurrence les Numbers, était antérieure à tous ces incidents, bien avant la réappropriation de l'île par César, d'où la quasi-confirmation que ces Numbers sont le fruit des recherches de Vegapunk. Il est intéressant de noter la présence des Yeticool Brothers, aussi deux entités plus grandes que des géants, qui étaient possiblement des prototypes de Numbers, eux-mêmes prototypes servant au projet de géantification, mais aussi d'intriguants corps géants voire gigantesques pris dans la glace. Deux théories peuvent expliquer la présence de ces corps. Soit il s'agit d'expériences ratées de Vegapunk, donc de cadavres conservés, soit il ne s'agit justement pas de cadavres, mais d'authentiques corps cryogénisés de géants antiques, descendance directe ou indirecte, résultat de mélanges interespèces de toute époque, représentant l'évolution de cette lignée. En parlant d'ailleurs de corps conservés dans la glace, cela ne vous rappelle pas ce qu'avait décrit le docteur Hogback ? En effet, il disait avoir trouvé le corps de Oz cryogénisé dans un pays des glaces. Et si Hogback était tombé sur la dépouille de Oz non pas dans un glacier au hasard, mais bien dans un glacier à proximité d'un laboratoire de Vegapunk, voire même dans une chambre cryogénique. Pourquoi pas ? Après tout, le docteur Vegapunk a l'air d'être lié aux îles hivernales, aussi bien directement comme Punk Hazard ou Karakuri, île natale du docteur,
qu'indirectement, comme l'île appartenant à Kaido sur laquelle se trouve Scotch, un de ses hommes, sur laquelle on peut observer une structure technologiquement avancée. Dans la mini-aventure de Caribou, nous voyons qu'elle sert surtout à développer des armes. En tout cas, Scotch mentionne bien que Kaido tient beaucoup à cette île. Kaido a Queen dans son équipage. Alors peut-être que l'aspect technologique de l'île vient de lui, mais ayant travaillé avec Vegapunk, on ne peut s'empêcher d'y voir un certain héritage du savoir scientifique des maths, en plus d'associer quelconque élément avec Vegapunk dès lors qu'il s'agit de quelque chose d'évolué. Est-ce que Queen n'a ne serait-ce que conservé des liens avec Vegapunk? Si c'est le cas, alors le marché entre le CP0 et Orochi est un peu plus clair. C'est vrai, pourquoi Orochi voulait-il Vegapunk? Peut-être qu'en fait, il leur servait à moderniser et améliorer les armes de Kaido, et que Queen, hypothétiquement en bon terme avec lui, servirait de pont entre les deux parties qui permettrait un certain échange. Une amélioration technologique des armes contre les gènes de géants antiques de Kaido, par exemple. Et une des dernières îles hivernales que nous connaissons, le royaume de Drum, n'a au premier abord aucun lien avec Vegapunk, connu surtout pour être l'île natale de Chopper. On peut créer facilement des liens avec Vegapunk tout de même, ne serait-ce qu'en partant du principe que la science et la médecine se croisent sur beaucoup d'aspects, Chopper ayant un lien indirect avec Vegapunk de par son opposition avec César. Si on prend en compte que la médecine peut aider dans les recherches scientifiques, par l'étude du corps et les expériences, nous en revenons encore une fois alors au médecin de renom, autre opposé à Chopper, le docteur Hawkback. Suite à la mort de Sindri, il tomba en dépression et arrêta d'exercer son métier. C'est à cette période que Moria le trouva, intéressé par ses capacités de grand médecin. Après cette rencontre, le docteur commença une chasse au corps pour le grand corsaire, à la condition qu'il ressuscite celui de Sindri. Hawkback a sûrement proposé ses services au gouvernement. Jouant un double jeu, sa renommée et son savoir en anatomie auraient pu les convaincre de son utilité pour des recherches de Vegapunk. Le réel objectif étant en fait de récupérer des corps pour Moria, seule personne rejoignant ses ambitions. C'est là que Hawkback tomba sur un corps des plus intéressants. Un cadavre de géant antique en pleine étude pour un projet quelconque, le célèbre Oz. Et c'est ainsi que le docteur et la dépouille disparurent mystérieusement pendant 10 ans, sans aucune piste de l'un comme de l'autre. Le gouvernement fut donc privé de ce corps pendant des années, ralentissant de façon conséquente les recherches menées par Vegapunk. Tout ça à cause de Moria. Ils essayeront tout de même de pallier à ce problème en expérimentant différentes alternatives, ou en étudiant le facteur de lignée d'un individu pouvant y être lié. Mais tout ceci allait bientôt prendre fin. Nous connaissons les malheureux événements de Thriller Bark pour Moria. Grand corsaire vaincu, ombre libérée, dépouillé de ses biens et de son navire, en plus d'un géant antique invincible perdu à jamais. Tout ça à cause de Luffy et de son équipage. Mais la défaite de Moria resta secrète pour conserver son statut au vu des événements de Marineford approchant à grands pas. Et lors de cette grande guerre, une lueur d'espoir s'offrit à lui. Un nouveau géant antique, Oz Junior, le moyen pour lui de poursuivre son objectif. Il lui fallait sa dépouille. Mais ce cadeau n'était pas exclusif à Moria, et ainsi, une scène des plus surprenantes se produisit. Une tentative de meurtre à son égard par Don Quijote et Doflamingo. Face à cet acte incompréhensible pour Moria, il en demandera les causes à celui-ci et lui répondra alors que c'est parce qu'il était devenu trop faible. Plus intriguant encore, lorsque Moria demandera à Doflamingo si c'est un ordre direct de Sengoku, celui-ci répondra que non, l'ordre vient de plus haut. Cela est tout de même une situation étonnante. Voilà qu'un grand corsaire a un ordre direct du camp de la marine pour assassiner un autre grand corsaire. À première vue, ce serait se tirer une balle dans le pied. Eux qui essayent de maintenir un équilibre avec un effectif de 7 grands corsaires iraient assassiner d'eux-mêmes l'un d'entre eux alors qu'il y a 2 places vacantes suite aux décisions de Jinbei et Barbe Noire. Et Moria, bien que jugé faible, a correctement collaboré avec le gouvernement et a été d'une aide majeure dans la bataille de Marineford. Pourquoi cette décision alors? Quand bien même Moria serait faible, est-ce une raison suffisante pour l'éliminer? Alors qu'à côté, Crocodile, qui a été vaincu par Luffy bien avant Moria, n'a pas eu de sentence aussi sévère. Une destitution du titre de grand corsaire n'aurait-elle pas suffi? Pourquoi cette intervention soudaine de la part du gouvernement pour qui l'élimination de Moria avait l'air d'une telle importance? Eh bien peut-être que par cette action, il voulait à tout prix empêcher Moria de s'emparer de la dépouille d'Oz Junior, le voyant la convoiter depuis le début de la bataille. C'est au moment de la récupérer et de quitter le quartier général qu'il fut attaqué et que le gouvernement avait enfin, après 10 ans, à nouveau la main sur un authentique corps de géant antique. Pendant que le monde a les yeux rivés sur la mort d'Ace et de Barbe Blanche, personne ne fait attention à celle de Oz Junior. Si Doflamingo a été choisi pour assassiner Moria,
C'est sans doute car il était le candidat parfait. Étant central dans le milieu de la pègre, ayant des liens avec le gouvernement, Marie-Joie, les dragons célestes et les empereurs, tout peut très vite passer par lui dans la communauté de l'ombre. Nous avons déjà vu que passer par des organisations criminelles n'était pas un problème pour le gouvernement. Comme par exemple Stussy, membre du CP0 qui fait aussi partie de la communauté de l'ombre. Ainsi, le marché passé entre Doflamingo et le gouvernement aurait pu consister à empêcher Moria de récupérer le cadavre d'Oz Junior puis l'emmener sur Punk Hazard. Il abandonné, oublié de tous, idéal pour y cacher des secrets trop grands, à l'abri de soupçons mais accessible tout de même pour pouvoir continuer quelconque étude sur cette lignée et pour pouvoir prendre quelques échantillons de son corps. Les données récupérées sur ce corps pourraient être facilement transmises à Vegapunk tout en conservant l'emplacement secret. L'avoir dans son labo sur Baltimore, une île hivernale d'origine, aurait sûrement été plus simple et meilleur pour la conservation du corps, si une explosion récente ne s'y était pas produite. Punk Hazard aurait pu être l'alternative idéale en effet. Mais cette île aussi allait être changée de façon définitive par un imprévu des plus dévastateurs, le fameux combat de Akainu contre Aokiji. Et malheureusement, ce qui restait d'Oz Junior aurait été détruit au cours de ce combat. Cela pourrait d'ailleurs être la dépouille fondue sous le magma d'Akainu que les chapeaux de paille ont croisé dès leur arrivée sur Punk Hazard. Mais alors pourquoi s'intéresser tant aux géants antiques ? Car le projet de géantification semble simplement viser à obtenir des êtres de très grande taille, là où de simples géants pourraient suffire pour ce résultat. Si les géants antiques peuvent être aussi facilement remplacés, alors nos a priori sur leur utilité pour le gouvernement dans le projet de géantification seraient remis en question, à moins qu'ils servent à d'autres choses où leur importance ne résiderait pas seulement dans leur taille. Alors hormis pour leur force physique, pourquoi les géants antiques ont l'air d'être si importants aux yeux du gouvernement et dans le monde de One Piece? Et quel serait du coup le lien avec Kaido? Car en effet, avec ce que nous avons proposé, nous pouvons mettre en lien les ancêtres de Kaido et la lignée des géants antiques, mais il pourrait en être facilement autrement. Car il n'y a aucun lien concret qui peut être fait avec Kaido hormis la piste du fruit et de l'étude qui a porté Vegapunk. Mais le problème étant que Kaido a l'air de savoir beaucoup trop de choses concernant cette partie de l'histoire. Il détient des secrets bien gardés, il a des projets bien précis en fonction de ce qu'il sait. Tu es l'enfant d'un démon, c'est ta destinée, Yamato. Dit-il à Yamato. Mais que veut-il dire par là? Je n'ai pas choisi cet endroit par hasard, Yamato. Si je reste ici, c'est justement parce que c'est Wano. Pourquoi veut-il tant rester sur Onigashima? Pourquoi sa présence ici est pour lui si importante? Pourquoi il ne veut absolument pas partir de Wano? Et aussi, avant toute chose, pourquoi dit-il à Luffy « Alors toi non plus, tu n'auras pas pu devenir Joy Boy ». Phrase extrêmement importante, car Kaido nous apprend que Joy Boy est plus considéré comme un titre qu'une personne, bien qu'il aurait pu l'être par le passé. De la même façon que Yamato réutilise le nom d'Oden comme un titre perpétuant sa volonté, le nom de Joy Boy pourrait marcher de la même manière. Mais qui seraient les dignes héritiers de sa volonté? Seraient-ce les porteurs de la lettre D, qui seraient alors des sortes de candidats au titre de Joy Boy? Rappelons que les D sont considérés comme les ennemis des dieux, les dieux étant représentés dans One Piece par les dragons célestes. Qui plus est, la présence d'un chapeau de paille géant à Marie-Joise émet l'idée que le chapeau de paille est un élément important de One Piece et serait potentiellement lié à Joy Boy. Considéré probablement comme le premier ennemi des dieux, il aurait comme signe distinctif ce fameux chapeau, que l'on retrouve en plus petit sur la tête de Luffy. Le chapeau de paille s'est transmis de génération en génération, comme nous l'avons vu avec Roger, détenteur du D, qui l'a donné à Shanks, qui l'a donné à Luffy, autre détenteur du D. Shanks n'étant pas un D, aurait eu comme mission de chercher le digne héritier de ce chapeau, ou alors serait secrètement lui aussi un D. Si Shanks a cédé le chapeau à Luffy, c'est parce que celui-ci a mangé ce qui serait la dernière chose qui le lierait à Joy Boy, le Ito Itonomi modèle Nika. Suite à son éveil sur Onigashima, il nous est confirmé par Zunesha que Luffy est bel et bien Joy Boy, du moins est digne d'être appelé ainsi. Donc reprenons son portrait. Joy Boy serait le détenteur originel de la volonté du D, portant un chapeau de paille et ayant le fruit du démon Ito Itonomi, modèle Nika, le dieu du soleil. Tout comme les détenteurs du D, considérés comme des démons ennemis des dieux, il aurait pu être considéré comme tel. Le surnom de démon rappelle quelque chose. Mais attendez un peu, la volonté de Joy Boy ne se limite pas qu'aux humains, car parmi les détenteurs du D se trouve Aguar di Saulo, qui était un géant. D'où la question suivante. Est-ce que Joy Boy était seulement humain? Voyez-vous où nous voulons venir?
Et si Oz était Joy Boy? Ou du moins son ancêtre, le possible crâne de Nigashima. Avant d'apporter quelconques arguments, nous avons d'abord deux théories à vous exposer. La première étant la théorie de l'œil gauche. Parce qu'Oda a dessiné d'innombrables fois des personnages avec un œil gauche manquant et par une idée de complémentarité, ceci pourrait marcher comme une indication visuelle de la part de l'auteur pour nous aider à nous orienter vers les éléments réellement importants de l'œuvre. Ainsi, les éléments illustrant un œil gauche manquant et un œil droit visible marcheraient comme des questions, des mystères à élucider, tandis que ceux à l'œil gauche visible mais à l'œil droit manquant marcheraient peut-être comme leurs réponses. Et Oz, comme nous l'avons présenté depuis le début de la vidéo, ferait donc bien partie de ces réponses, ayant son œil gauche conservé contrairement à celui de droite. Après tout, Oda utilise toutes sortes de liens et de parallèles dans son œuvre. Beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu parler de la deuxième théorie, la théorie du parallélisme. Théorie qui propose que chaque arc d'après les 2 ans sont un miroir des arcs d'avant les 2 ans, par des personnages, une chronologie, des îles, une narration ou des thématiques. Dans la chronologie, on peut assimiler l'arc Wano à celui de Thriller Bark. Déjà, l'arc Thriller Bark est un des arcs qui avait le plus de liens avec Wano à l'époque, qu'il soit direct ou indirect. Ryuma, samouraï provenant de Wano. Shusui, trésor national de Wano. Moriya qui a affronté directement Kaido sur Wano. Membre de l'équipage des Rocks introduit avant l'heure. Géant antique. Et du côté des parallèles, 2 individus du même groupe à affronter dans le même arc. Même si on assimilerait plus Kuma à Ryukugyu et Kaido et Big Mom plus à Oz et Moriya. 2 îles quelque peu isolées en plus d'être mobiles. Luffy qui utilise ce que fait la force des 2 antagonistes pour pouvoir les vaincre. En plus d'une nouvelle transformation pour les 2 arcs. Un groupe de personnes qui affrontent un géant antique. Zoro qui obtient un nouveau sabre. D'ailleurs, Thriller Bark et Wano sont les 2 seuls arcs où on a vu Luffy utiliser un sabre. Et pour finir, le parallèle le plus important. Oz et Luffy. À Thriller Bark, l'ombre de Luffy fait renaître le corps de Oz. À Wano, l'esprit de Joy Boy renaît à travers Luffy. Mais si Oz était en effet Joy Boy, il y aurait une inversion ironique dans les 2 arcs. Là où Joy Boy pouvait renaître grâce à l'âme de Luffy, c'est bien grâce à l'âme de Joy Boy que Luffy ressuscita. Moriya, sans le savoir, aurait donc lié l'âme du Joy Boy présent avec celui du passé. Pour appuyer nos propos, plusieurs clins d'œil vont dans ce sens au sein de l'arc. Nous savons que Joy Boy est égal à Nika, le dieu du soleil libérateur qui transmet le rire tout comme Luffy. Au moment de réveiller Oz, la porte sur laquelle s'affiche son numéro est entourée d'un cercle doré rappelant le soleil. Le début du siècle oublié, période où a vécu Joy Boy, a commencé il y a 900 ans. 900 étant le numéro attribué à Oz, il pourrait faire référence à cette période. On sait que Oda aime jouer avec les chiffres, en plaçant par exemple des jeux de mots en plein milieu des primes, mais aussi en faisant correspondre certains numéros glissés dans l'œuvre à des chapitres. En prenant en compte le numéro d'Oz, nous retrouvons le chapitre 900 sur la couverture du Shonen Jump, Luffy pointant le doigt vers le soleil, en plus de parsemer des éléments rappelant Oz au cours du chapitre. En reprenant la théorie de l'œil gauche, et en faisant correspondre une fois de plus un numéro à un chapitre, nous pouvons noter le numéro placé sur l'œil gauche du trophée cochon de Thriller Bark, qui nous mènerait au chapitre 298, dans lequel d'innombrables allusions au statut de dieu de Luffy pouvaient nous mettre sur la voie concernant son fruit. Sur la couverture du tome 48, en plein arc Thriller Bark, Luffy est positionné devant la mâchoire d'Oz, lui formant des cornes rappelant le surnom de démon, mais aussi les cornes de géant antique. Le Gear 5 permettant d'ailleurs à Luffy de devenir un géant, renforçant le lien entre Joy Boy et Oz premier du nom, faisant sûrement partie des premiers géants de l'histoire, et où le possible lieu de sa mort serait ironiquement celui de sa résurrection. Sur Onigashima d'ailleurs, l'armée de samouraïs qui se battaient dans le château et qui ont été victimes du virus de Queen se sont tous transformés en démons de glace, ayant des traits très similaires aux géants antiques. Bien évidemment, ils nous font immédiatement penser aux Numbers, mais aussi à Oz qui a fini gelé. Et justement, les Yeti Cool Brothers étant des géants de glace supposément prototypes de Numbers, portent tous deux un chapeau très similaire au chapeau de paille de Luffy. Dans ce fameux tome 48, un chapitre nommé l'aventure d'Oz nous montre, et ce tout au long de l'arc, comment Oz s'exprime en tant que personnage principal. Il dira et fera des choses très intéressantes, comme ayant l'automatisme de porter un chapeau, élément faisant supposément partie de l'identité de Joy Boy, en plus de se comparer à un grand pirate, ressemblant fortement à Roger, un détenteur du Dee, à qui appartenait un fameux chapeau de paille. Ou en disant des choses comme « Je me ferais bien un petit tour du monde », supposant qu'il en a déjà fait un. Les seules personnes ayant fait un tour du monde sont celles étant arrivées jusqu'à Raftel. Ou encore « C'est mon aventure », rappelant que nous suivons les traces de Joy Boy avant de suivre l'aventure de Luffy. Aussi, Oz pensait pouvoir étirer son corps de façon instinctive et était confus de ne plus pouvoir le faire, supposant qu'il détenait bien le fruit de Luffy. Bien évidemment, tout ceci peut être expliqué par le fait que l'ombre de Luffy se trouvait dans le corps de Oz à ce moment-là, et que des traces de sa conscience étaient encore présentes. Mais il est intéressant d'y interpréter un double sens. Oz allait retrouver les propriétés d'un corps élastique via l'ombre de Moriya.
pouvant prendre n'importe quelle forme, rendant les propriétés du corps du géant antique totalement libres. Cette liberté devait apporter la victoire à Moria face à un présumé géant antique, Kaido, qui perdra en effet face à cette liberté déroutante venant du fruit de Luffy. D'ailleurs, King pensait que Kaido était Joy Boy, sûrement dû au fait que de par la culture de l'ancienne civilisation lunarienne, King aurait su que Joy Boy était un géant antique, et aurait pensé tout naturellement à un héritier de sa volonté par sa descendance. Kaido d'ailleurs transmet indirectement le rire tout comme Joy Boy mais par la force, via les smiles. En plus de détenir un certain savoir autour de Joy Boy, peut-être acquis via les Rocks et suite à l'incident de God Valley, il aurait pu mettre la main sur certaines informations intéressantes le concernant et lever le voile sur certains tabous du monde, comme sur ses ancêtres et les géants antiques. Donc, les seules traces restantes étant un descendant qui a rejoint un autre membre des Rocks, un crâne géant à Wano et les mentions de Joy Boy sur des poneglyphes, eux-mêmes originaires du pays des Wa. Ces poneglyphes, malgré le fait qu'ils soient originaires de Wano, ont été répandus partout dans le monde pour on ne sait quelle raison, jusqu'à se retrouver dans des endroits improbables, comme dans les profondeurs de la mer sur l'île des Hommes-Poissons, où il a été fait mention du nom de Joy Boy pour la première fois. Otohime et Fisher Tiger étaient liés au soleil, l'un ayant créé les pirates du soleil et a littéralement libéré les esclaves, comme le dieu libérateur, et l'autre qui avait une profonde admiration pour cet astre, l'utilisant fréquemment comme un symbole pour lequel les hommes-poissons et les sirènes devaient lutter. Mais d'autres civilisations admiraient le soleil, jusqu'à le vénérer dans leur religion, comme à l'arc Skypiea où le dieu du soleil est pour la première fois évoqué. Skypiea, qui est une île dans le ciel, s'ajoute à la liste des endroits improbables où certains poneglyphes se sont égarés. D'ailleurs, rappelons juste que ceux qui vénéraient ce fameux dieu du soleil, les Chandiens, avant d'habiter dans le ciel, étaient sur la terre faisant partie de la mer Bleue. Ils étaient sur une île nommée Jaya, avant qu'elle ne se divise en deux, dont une partie fut propulsée dans le ciel par un Oak Upstream. Celle-ci formait comme un crâne, sur lequel une cité d'or logeait dans son œil droit. Nous savons que les Chandiens sont inspirés des civilisations précolombiennes. L'or au sein de ces civilisations était presque directement assimilé au soleil, Chandora faisant donc directement allusion à la fameuse légende des cités d'or, et est donc sûrement dédié au soleil et au dieu lui correspondant, Nika. Par ailleurs, parmi ces civilisations, les Mayas avaient un temple dédié au soleil, mais ils avaient aussi un temple dédié à la lune. L'œil gauche du crâne étant vide, cela pourrait bel et bien suggérer l'ancienne présence d'une autre cité sur l'île, le soleil et la lune étant très souvent complémentaires dans One Piece. En plus du fait que l'arc Skypiea est égal à l'arc Zou dans la théorie du parallélisme, arc où Inuarashi et Nekomamushi sont introduits, détenant chacun une moitié de l'île, représentant respectivement le jour et la nuit. Restons cependant sur la culture chandienne et exposons des éléments plus concrets sur le lien entre Oz, Joy Boy et Nika. Si la culture chandienne fait référence nombre de fois au dieu du soleil à travers bon nombre d'objets, peut-être que nous pourrions trouver des éléments rappelant Oz ou les géants antiques à travers ceux-ci pour prouver de son lien avec Nika. Les Chandiens portaient différents accoutrements similaires à la représentation de celui-ci, comme le pagne, élément que l'on retrouve sur Oz. Les tentes des Chandiens sont toutes ornées de crânes avec des cornes à leurs extrémités, ce qui rappelle bien évidemment les géants antiques et les symboles utilisés pour les désigner. Et vous rappelez-vous des signes distinctifs de l'espèce des géants antiques que nous vous avons énumérés en début de vidéo? Eh bien nous pouvons étrangement les retrouver sur un masque que portait Wiper au début de l'arc Skypiea. Chez les civilisations précolombiennes, il arrivait parfois que certains portent des costumes de leur divinité. Il ne serait donc pas étonnant que Wiper porte un masque qui représenterait son dieu, le fameux dieu du soleil vénéré par les Chandiens. On y retrouve un comportement similaire dans l'équipage de Oz Junior, qui reprennent eux aussi les traits de géants antiques en référence à leur capitaine. Restons sur lui un petit moment d'ailleurs. Chose très intéressante qui renforcerait le lien entre Oz et le dieu du soleil, on peut tout simplement retrouver deux soleils sur la voile de Oz Junior. Son flashback avec Ace pourrait d'ailleurs marcher comme un beau parallèle, un géant antique se retrouvant de nouveau avec un chapeau de paille, des siècles après ses ancêtres, qui plus est fabriqué à Wano, pays dont sont originaires les poneglyphes et où se trouvent de potentiels descendants de sa lignée, offert par un détenteur du Di, solaire de par son pouvoir et de sa présence si chaleureuse. En plus des Chandiens, on sait que d'autres civilisations vénèrent le soleil, comme les géants d'Arbaf. On sait que les géants d'Arbaf célèbrent la mort et la renaissance du soleil à travers le festival du solstice d'hiver. Ce qui est marrant quand on sait que Oz, dans notre théorie dieu du soleil, est mort gelé et a ressuscité grâce à l'âme de Luffy sur Thriller Bark. D'ailleurs, nous pouvons faire un autre parallèle sur un individu géant similaire à celui d'Oz Junior. Aguar di Saulo semble être un parallèle à Joy Boy, étant un géant portant un di, un chapeau, ayant atterri sur l'île qui étudie les poneglyphes et qui transmet le rire, tout comme Nika, mais lui le transmettant à Robin et qui connaît la même fin tragique que Oz, mourir gelé. Nous savons que les géants dans One Piece sont inspirés des Vikings et de leur mythologie. Dans la mythologie nordique, le premier géant se nomme Ymir. Né du mélange du feu et de la glace, il a engendré toutes les races des géants, dont certaines se sont unies avec les dieux. Et dans cette même mythologie, les géants sont les ennemis jurés des dieux. Odin, qui était un dieu, finit par tuer Ymir, et avec sa chair donna naissance à la terre.
Pourquoi nous vous parlons de tout ça ? Eh bien, ne trouvez-vous pas qu'il y a d'étranges similarités avec nombre d'éléments dans One Piece, ne serait-ce que dans les noms. Ymir et Odin, Im et Oz, s'écrivant Odds dans certaines langues. De façon instinctive, on aurait tendance à assimiler Ymir à Im et Odin à Oz. Odin étant un dieu et Joy Boy le dieu du soleil, ce parallèle pourrait en effet marcher, mais avant de développer toutes ces idées, gardez tous ces éléments en tête, nous y reviendrons plus tard. Revenons juste sur un point. Le feu et la glace. De façon générale, dans toute œuvre, le feu représente la vie et la glace la mort. One Piece ne fait pas exception, jusqu'à aller l'utiliser dans la dualité parfaite de Luffy et Barbe Noire. Le jour contre la nuit, le froid des ténèbres contre la chaleur du soleil, la glace contre le feu. Dans cette logique, Luffy représenterait bien le feu et Barbe Noire la glace, ou le froid de façon générale. Et bien justement, nous vous avions dit que la seule chose qui pouvait être liée au royaume de Drum concernant Vegapunk est l'opposition Chopper-César. Eh bien nous vous avons menti, car ce pays enneigé introduit pour la première fois Barbe Noire, et quelques éléments pouvant nous révéler des choses sur lui. Comme lorsque Luffy raconte que les personnes des pays enneigés ne dorment pas, et qu'on apprend bien plus tard que Teach ne dort jamais. En plus d'être introduit sur une île hivernale, tout porte à croire qu'il est originaire d'une d'entre elles. Oda a dessiné Teach enfant, seul, triste, dans la neige, incapable de dormir comme en témoigne cette lune. La lune d'ailleurs, étant liée à nombre de personnages au sein de One Piece, est indirectement liée à Vegapunk via le professeur Clair de Lune. Rajoutez à ça le lien que nous avons fait avec Vegapunk et les îles enneigées, et une idée nous traverse l'esprit. Et si Teach a vécu comme une expérience de laboratoire où même son corps et son mental auraient pu être radicalement changés à cause du groupe du docteur Vegapunk, les Mads. De cette façon, les modifications apportées à Teach l'auraient profondément atteint mentalement au point de développer de multiples personnalités, comme en témoignent Luffy et Zoro prétendant qu'il n'est pas seul. Mais cela aurait aussi atteint son corps, qui aurait été modifié de sorte à ne plus pouvoir dormir ou même pouvoir manger plusieurs fruits du démon, comme a l'air de le supposer Marco en témoignant de la singularité du corps de Teach. Son enfance passée dans un laboratoire des Mads pourrait expliquer comment Teach a pu lire une encyclopédie des fruits du démon qui aurait fini dans les mains de Judge après la dissolution du groupe. Mais aussi dans l'idée où Oz était dans un des labos de Vegapunk, Teach aurait pu entendre parler des légendes concernant les géants antiques et Joy Boy, sachant que Oden attendait le retour de Joy Boy à Wano, que Roger attendait le même homme qu'Oden, et que Barbe Blanche dit à Teach à la fin de Marineford que ce n'est pas lui que Roger attendait. Nous pouvons peut-être en conclure que Teach cherche sûrement à devenir Joy Boy, ou du moins être reconnu comme tel, et toutes ces histoires à son égard l'auraient motivé à monter un plan pouvant atteindre ce but et de faire trembler même les dieux. Il se peut que les aspirations de Teach soient dans la continuité de celles de Rox, qui avait fait trembler les dieux à son époque sur God Valley, lui qui a l'air d'étonnamment faire survivre la volonté de Xebec. Une de ses aspirations pourrait être de récupérer le Hito Hitonomi modèle Nika. Ayant la capacité de manger plusieurs fruits du démon, quoi de mieux pour Barbe Noire, qui est souvent associé au chiffre 3, que de récupérer le Zoan le plus puissant, faisant le complément parfait avec son Logia et Paramecia les plus puissants qu'il possède déjà. La petite blague de Usopp et de Chopper concernant le fruit de ce dernier sur l'île des hommes poissons pourrait être un foreshadowing montrant que l'équipage de Barbe Noire est bel et bien intéressé à voler le Hito Hitonomi, mais pas celui de Chopper, celui de Luffy. Étant sûrement à la recherche de ce fruit depuis longtemps, comme le laisse supposer leur apparition à Drum où le Hito Hitonomi a été introduit pour la première fois. Et puis si ce fruit fait partie de l'identité de Joy Boy et est nécessaire pour être reconnu comme tel, alors Barbe Noire a tout intérêt à le récupérer. D'ailleurs, un point de son identité sur lequel nous n'avons pas assez appuyé serait sa présumée amitié avec de nombreuses civilisations. En effet, à l'image de Luffy, Joy Boy aurait le don de rassembler le monde, de rallier par la sympathie et l'entraide des pays entiers à sa cause, et de régler des conflits divers et variés qui lui vaudra cette image de libérateur que tant de civilisations admirent. Cette admiration, pour certains, en devient une véritable vénération de cette force de la nature, ce dieu libérateur que rien ne semble arrêter, capable de soulever des montagnes pour le bien des peuples, faisant de lui le modèle à suivre. Il sera contre son gré placé sur un pédestal aux yeux des civilisations. Il se prie même d'amitié avec de puissants alliés comme les armes antiques. Amitié suggérée sur le poneglyphe de l'île des hommes poissons, mentionnant son lien avec la princesse sirène Poséidon, à qui il a d'ailleurs fait une promesse qu'il n'a pas pu tenir. Donc, si on doit maintenant résumer notre théorie à la question « Qui est Joy Boy ?» de Robin, nous répondrons que c'était un géant antique, ancêtre d'Oz, dieu du soleil, portant un chapeau de paille, libérateur d'esclaves et tireur de continents, transmettant le rire et ami avec d'anciennes civilisations, en plus de figures quasi divines comme les armes antiques, considéré pour les dragons célestes comme un démon ennemi des dieux, porteur originel de la volonté du dit. Sans oublier qu'il est l'un si ce n'est le point central du siècle oublié. Période énigmatique, elle-même centrale à l'histoire, qui a engendré la plupart des mystères encore d'actualité.
auxquelles nous pouvons maintenant essayer de répondre grâce à l'identité de Joy Boy. Pour cela, reprenons les éléments de la mythologie nordique précédemment introduits dans la vidéo. Rappelons que dans cette mythologie, les géants sont les ennemis jurés des dieux. Les personnages représentant au mieux cette dualité sont d'une part le premier géant Ymir et le père des dieux Odin. Ces deux figures mythologiques emblématiques pourraient servir de socle à la sombre histoire du siècle oublié, à travers leurs personnages respectifs, Oz et Ym. Ymir est le premier géant. Né du mélange du feu et de la glace, il engendra toute la race des géants, dont certains se sont unis avec les dieux. Oz, premier du nom, lui, est un géant des glaces, semblant être le premier de sa lignée, et ayant potentiellement engendré le peuple des géants. Il détenait le fruit du dieu du soleil, faisant de lui un géant lié au feu et à la glace tout comme Ymir, en plus de symboliser une forme d'union entre les géants et les dieux comme évoqué plus tôt dans son portrait. Et quant à celui d'Odin, il est le père des dieux, omniscient et qui voit tout, exerçant son autorité sur les autres dieux. Ym, lui, est un être au statut divin, possiblement immortel et présent depuis le siècle oublié, qui exerce dans l'ombre son contrôle sur les 5 doyens, le gouvernement et le monde. Il a l'air de posséder un regard omniscient qui lui permet de tout savoir. Si Ym a survécu au fil des années, alors on sait qu'il est le vainqueur et Joy Boy le vaincu. Son propre crâne présent sur les terres de Wano pourrait alors symboliser ce conte, tout comme Odin vainquit Ymir et de sa chair donna naissance à la terre. Au final, on assimilerait beaucoup plus Odin à Ym et Ymir à Oz. Ce crâne lié à ces terres fragmentées pourrait suggérer qu'il les a rassemblées pour former un pays, celui du pays de l'or. Cela ferait écho à la légende d'Oz qui ramenait des îles entières sur son territoire. S'il est responsable de la formation de ce pays, il pourrait également être responsable des frontières de ce dernier qui cachent l'ancien Wano, peut-être dans le but de protéger l'arme antique Pluton. Frontière similaire à Redline, dont sa cascade de Rivers Mountain est elle-même similaire à celle pour accéder à Wano, et dont sa couleur rouge rappelle inévitablement les personnages liés à Joy Boy et Oz lui-même. Redline pourrait alors être un regroupement de continents, œuvre de Joy Boy. Cette idée est renforcée par la présence du château de Pangée, situé au sommet de Redline. Dans le vrai monde, la Pangée définit un supercontinent ayant regroupé toutes les terres émergées. À l'image de son amitié avec les différentes civilisations, et à l'effigie de Luffy rassemblant le monde entier à sa cause, le rêve de Joy Boy aurait pu être de rassembler les différents peuples au sein d'un même continent. Tout cela dans l'intention de les unir dans une paix partagée avec leurs diverses cultures. Luffy pourrait également partager ce rêve qui irait parfaitement à sa personnalité, ainsi qu'aux banquets qu'il fait avec ses amis et les populations qu'ils ont libérées à chaque fin d'arc. Il pourrait donc vouloir faire un immense banquet rassemblant toutes les civilisations du monde à la fin de son aventure, au sein d'un grand continent jouissant d'une paix utopique, qu'il aurait lui-même créé grâce aux fruits de son prédécesseur Oz, dans la même volonté du Joy Boy qu'il incarnait. Un acte bel et bien aux dimensions divines, qui susciterait des réactions très variées, comme on peut le voir avec les Mugiwara, ou d'autres personnages ayant précédemment entendu ce rêve. Bien que ce que l'on va dire va paraître impensable, Ym aurait eu ce même rêve de réunir les populations, comme le laisse supposer le nom de château de Pangée lui appartenant, à la différence que cela aurait été dans un but malveillant, celui de vouloir contrôler l'ensemble des peuples, les forçant à se rallier à sa volonté et ainsi se placer en tant que dieu à la place de Joy Boy. Jalousant l'adoration que le peuple lui vouait, il aurait voulu s'imposer en tant que dieu légitime à suivre, faisant un parallèle avec Ener sur Skypiea. Voyant tout, contrôlant tout, et ayant les pleins pouvoirs sur le monde, décidant de quelle lumière éteindre de l'histoire. Il aurait manipulé 20 familles nobles l'ayant suivi aveuglément, leur promettant dès lors un statut divin, devenant les premiers dragons célestes. À partir de ce moment-là, tous ceux qui ne suivront pas la volonté de Ym et l'exemple des dragons célestes seront alors punis car jugés hérétiques. En effet, Ym se réserverait le droit de vie ou de mort sur chaque individu, et aurait œuvré dans plusieurs génocides ou massacres envers les peuples rebelles, comme le laisse entendre King concernant les Lunaria. Joy Boy, comprenant l'emprise de ce futur gouvernement mondial et son impact néfaste sur les populations, décida d'aller à l'encontre de son propre rêve, et de finalement fragmenter le monde et ses continents, au lieu de les rassembler. Il tracta donc des parties d'îles afin de les séparer de la Pangée pour qu'elles échappent au contrôle d'Ym. L'éparpillement de ces terres dérégla fortement le climat, créant un chemin maritime foisonnant de pays et d'océans déchaînés, l'iconique Grand Line, empêchant le gouvernement mondial de pratiquer les mers et de retrouver les îles de leurs ennemis. Parmi ces îles fragmentées, Joy Boy en ramena certaines sur son territoire, comme le raconte la légende d'Oz. Il aurait pu réussir ses exploits grâce à son ami Poséidon, qui lui aurait donné le Noah, permettant le tractage des îles grâce au roi des mers. Cependant, Ym et le gouvernement furent passés Oz pour un véritable démon, entraînant naturellement sa déchéance, n'étant plus suivi par les populations qui seraient dès lors manipulées et contre lui. À l'image de Doflamingo, le gouvernement mondial aurait pu se faire passer pour les héros sauveurs du monde, condamnant le démon qui serait en train de le détruire, en lui faisant porter le chapeau des génocides précédemment commis par Ym, et en soulignant qu'il est ami avec les dangereuses armes antiques. Le dieu réunisseur devient alors le démon séparateur, aux yeux du monde et des civilisations qui le suivaient. Telle était l'arme la plus redoutable du gouvernement mondial, faire passer les démons pour des dieux, et le dieu pour un démon.
Dans ses actes désespérés de sauver les populations, Joy Boy n'aurait cependant pas pu sauver tout le monde, comme le témoigne sa lettre auprès des hommes-poissons, s'excusant de n'avoir pu les libérer, eux et sûrement nombre d'autres peuples. Toutes ces îles rassemblées en un territoire auraient formé le pays de la légende d'Oz, le pays des Wa et ses divers climats. Pays d'ailleurs très lié aux géants antiques sous plusieurs aspects. C'est sur ce territoire que le grand Joy Boy termina sa course, comme le laisse supposer le crâne d'Onigashima, malheureusement sans avoir eu le temps de sauver tout le monde. Pourquoi est-il mort en ces lieux ? Nous n'avons pas vraiment d'indices. Ce qui est certain, c'est que les circonstances l'ont mené inévitablement vers sa perte. Il se retrouvit sûrement dans une impasse, en face d'un choix difficile pour l'avenir, mettre toutes ses chances de son côté pour celui-ci, ou risquer de perdre son combat actuel. Il choisit sûrement donc de mourir, assurant l'avenir, car même s'il n'aura pas réellement pu accomplir son rêve, il aura empêché la réalisation de celui de Im et son gouvernement. Pour ce faire, il demanda à son ami de toujours, Zunesha, de le tuer, un peu à l'image de Sanji et Zoro à Onigashima. Avant de mourir, il demandera aux Kozuki d'inscrire cette tragique histoire sur les poneglyphes et de les éparpiller dans le monde pour que les gens puissent suivre ses traces et connaître la vérité. Après sa mort, Zunesha se chargea de récupérer le Hito-Hito no Mi modèle Nika, afin que les dernières civilisations suivant encore la volonté d'Oz le cachent, se le passant de main en main pour que jamais il ne tombe dans celle du gouvernement. À l'image de diverses représentations d'éléphants guerriers dans les cultures asiatiques, Zunesha saisit le sabre géant d'Onigashima et exécuta Oz, conformément à sa demande. Le crâne et le sabre de Joy Boy restèrent sur les lieux et traversèrent les siècles, comme les seuls indices résultant de cet événement. Ce meurtre devint alors le fameux crime de Zunesha, qui lui valut d'être condamné à errer à jamais sur les mers, car le gouvernement, sans l'aide de Oz et de son fruit, ne pouvait alors pas accomplir le rêve de Im. Ce dernier, pour le punir, le condamna à devenir la seule terre ne pouvant se lier aux autres, car qui mieux que Im pourrait punir une entité telle que Zunesha ? Cette situation et ce manque pour Im pourraient alors expliquer pourquoi le gouvernement mit en place des projets d'envergure tels que Tequila Wolf, un projet de pont liant les îles entre elles pour mieux pouvoir les contrôler. Ou encore bien plus tard le projet de géantification, pouvant reproduire des géants antiques soumis à leur volonté pour pouvoir à nouveau concrétiser leurs rêves. Nous avons précédemment théorisé que le territoire d'Oz aurait été Wano Kuni, mais une autre île pourrait être une bien meilleure candidate, Love Tale. En effet, cette île est dite comme étant l'héritage que Joy Boy laissa au monde, avec son trésor légendaire, le One Piece. Ce trésor tant convoité est décrit comme rassemblant toutes les richesses du monde, offrant fortune, gloire et pouvoir à celui qui le trouvera. Et si c'était ça le One Piece ? Littéralement toutes les richesses du monde, dans des morceaux d'îles rassemblés et rassemblant toutes les cultures, les peuples, les histoires, les vestiges, les connaissances et savoirs, les vies, les paysages, en bref, toutes les richesses, matérielles comme idéologiques, physiques comme spirituelles qu'ont à offrir le monde. Wano Kuni, étant très lié aux géants antiques, était peut-être l'île natale de Joy Boy. Il finit sa vie là-bas car il devait, via les Kozuki, répandre les poneglyphes dans le monde, et cacher l'arme antique Pluton dans les profondeurs de l'île. Ce qui expliquerait l'aspect fragmenté du nouveau Wano, qui est en fait des parties d'île pour cacher l'ancien. Cependant, c'est bel et bien sur Raftel qu'il rassembla selon nous des morceaux d'île pour créer une nouvelle terre, afin de sauver et rassembler les cultures menacées. Nous pensons bien qu'il s'agit de parties d'îles et non pas d'îles entières. Car si on prend l'exemple de l'œil gauche manquant de Jaya, dont nous avions théorisé la présence d'une cité de la Lune, ce vide sur l'île aurait pu être causé par Joy Boy qui aurait récupéré cette partie pour en faire une pièce de son trésor. Processus qu'il aurait pu répéter sur d'innombrables îles avec d'innombrables civilisations. Avec toutes ces richesses rassemblées, ces îles, pas étonnant que les logposes s'en retrouvent totalement déboussolés et que les rots de poneglyphes laissés par Joy Boy s'en retrouvent à être l'outil essentiel dans la quête de son trésor. Cette merveilleuse histoire tenue secrète par Eiichiro Oda serait retranscrite dans le logo lui-même de l'œuvre. Le crâne principal ne symboliserait pas que les Mugiwara et Luffy, mais de façon très habile, Joy Boy aussi, avec son fameux chapeau de paille, ayant transporté des îles jusqu'à l'autre bout du monde en traversant Grand Line et passant par Red Line créé de ses mains. En regardant ce crâne, on peut l'assimiler directement à son véritable crâne laissé sur Wano dans le Nouveau Monde. Bien que dans le logo, il a l'air d'être utilisé pour désigner la position de la dernière île, cachant le plus grand trésor de sa vie, trouvable uniquement grâce au rod poneglyphe qu'il a laissé. Et voici comment, en s'attardant sur un seul élément de l'œuvre, grâce à un seul personnage, oublié pour certains, il s'est révélé être la potentielle réponse à tous les mystères de celle-ci. Tous ces éléments, laissés cachés ou non par Eiichiro Oda, formant la merveilleuse complexité de son œuvre, se rassembleraient et se lieraient tous entre eux. Les indices sont juste devant nos yeux, sans se rendre compte que ce sont bien les yeux eux-mêmes qui étaient les indices nous permettant d'élargir notre vision. Et ainsi, en rassemblant éléments visibles et éléments cachés, en rassemblant questions et réponses, nous pouvons voir ce qu'est cette œuvre légendaire dans le grand puzzle qu'elle forme, rassemblant toutes les pièces jusqu'à n'en former qu'une, One Piece. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
La vidéo a été très longue à réaliser et a demandé beaucoup de temps de préparation et aurait dû sortir pendant l'arc Wano Kuni. Il y a aussi des éléments qu'on a voulu approfondir et qu'on n'a pas pu car ça ne menait à rien, comme par exemple les 3 crânes sur le chara design de Oz. Ou le Mitsutomoe, globalement, tous les signes que nous pouvons relever dans One Piece qui paraissent assez intrigants et où on sait qu'il y a sûrement des choses et une signification derrière, mais ça nous aurait pu s'éparpiller et écarter du sujet principal. Bien sûr, certains éléments qu'on a énoncés dans la vidéo ne tiennent pas à grand chose, mais on trouve qu'on a réussi à établir quand même une certaine cohérence entre plusieurs éléments, et même si certains éléments peuvent se retrouver faussés, au final, l'idée de base que Oz serait Joy Boy ne sera pas forcément faussée pour autant. Ce qui nous a plu dans cette vidéo, c'était surtout de reprendre des éléments d'arc un peu négligés, un peu oubliés de la communauté, ou du moins des éléments qui s'y trouvent, qui nous paraissaient plus importants qu'il n'y paraît. Justement, on se dit que si des arcs comme Skypiea, Thriller Bark ou même Davy Backfight pourraient être remis sur le devant de la scène pour trouver des éléments assez intéressants sur lesquels on s'était pas forcément penché à l'époque, ce serait vraiment super et ça ferait grandement avancer la communauté One Piece, en tout cas on le pense. Les théoriciens un peu plus expérimentés que nous pourraient trouver des éléments que nous n'avons pas trouvés, ou pourraient détenir plus de connaissances pour faire des théories plus poussées. Nous-mêmes, nous nous sommes basés sur beaucoup de théories parce que c'est aussi ça qui nous fait rêver. C'est vraiment à quel point One Piece peut être développé grâce à sa communauté et aux interprétations que l'on a sur l'œuvre. Tout ça pour dire que nous vous incitons grandement à relever des points que nous n'avons pas relevés ou des choses que nous avons relevées mais qu'on n'a pas assez approfondies. Même s'il peut y avoir des éléments qui peuvent nous contredire, n'hésitez pas à nous en faire part ou à l'inverse des choses qui pourraient renforcer nos propos, tout ça nous fait avancer. En espérant en tout cas que la vidéo vous a plu, Les frères Risky vous saluent.